Aujourd'hui, ok. Alors, donc, on va commencer ce cours sur les ED. Donc, dans ce cours, on va principalement étudier 4 méthodes qui sont très récurrentes en ED. Ça va être la coimmunoprécipitation, la technique de micro-ARN avec extinction du génome. La troisième méthode, ça va être la technique de PCR ou RT-PCR. Je pense que ça, tout le monde est capable d'en interpréter. Et la quatrième méthode, ça va être la technique du Pulse-Dièse. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est des techniques qui sont un peu originales, on ne les voit pas dans tous les ED. Et vendredi, dans l'ED de vendredi, on verra les techniques qui sont un peu plus récurrentes, comme l'interprétation des Western blot. J'ai préféré le faire vendredi, en milieu de journée, comme ça vous êtes plus frais. Donc la coimmunoprécipitation, à quoi ça sert? Ça sert à identifier une protéine. Donc, sur quoi repose la méthode? On prend un mélange de protéines. Donc, lorsqu'on fait une extraction, on fait une liste cellulaire. Vous savez comment on fait une liste des cellules? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on fait pour extraire les protéines à partir des cellules? Personne? Alors, on les met dans ce qu'on appelle un soluté hypotonique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en ED. On prend les cellules et on les met dans un soluté qui est très concentré. Donc, étant donné qu'il est très concentré, la cellule, pardon, qui est peu concentrée, un soluté hypotonique, étant donné qu'il est peu concentré, la cellule va absorber le liquide qui se trouve dans ce milieu, ça va la faire gonfler et sa membrane va exploser. Donc, c'est comme ça qu'on fait une extraction. Donc, on récupère les protéines totales et maintenant, on veut identifier, on veut savoir si, deux protéines interagissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre mélange avec nos deux protéines et on les met dans un tube à essai. OK? Donc, ici, on a trois protéines, A, B et C. Si A et B forment un complexe, donc dans notre tube, on a des anticorps anti-A. OK? Donc, seulement les protéines A vont être retenues. Maintenant, si A et B forment un complexe, donc B est lié à A et A est fixé à l'anticorps. Donc finalement, lorsqu'on va faire notre identification au Western blot après avoir fait notre coimmunoprécipitation, on va retrouver notre protéine A et notre protéine B. En fait, c'est pour savoir si deux protéines interagissent. Donc, sur le schéma, on reprend. Donc, on a un mélange de protéines. On veut savoir quelle protéine interagit avec l'autre. On a notre anticorps antiprotéine A. On le fixe sur les parois de notre tube avec un anticorps secondaire. Et ensuite, on laisse agir. Ensuite, on fait un lavage. Donc, on enlève les protéines qui n'ont pas été fixées, une élution, et on récupère notre protéine et on les analyse. Donc, on fait un Western blot. Si sur le Western blot, on identifie A et B, c'est que A et B ont formé un complexe. Pourquoi? Parce que B n'est pas habituellement retenu dans notre tube à essai puisqu'on a des anticorps anti-A. Et ça veut dire qu'il a formé un complexe avec A. Ok, donc on va passer à l'exercice. Donc la protéine Z-10. Est-ce que vous savez ce que c'est cette protéine? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Je sais que c'est Élise Caspi qui fait cette ED chaque année. Elle fait retomber cette protéine. Vous l'avez jamais vue? Ok. Donc la protéine Z-10, c'est une protéine qui est responsable de l'importation de certaines protéines cytosoliques dans les cils des cellules épithéliales. Alors déjà, on vous parle de cils. Ah, j'ai un message. Ok. Donc, on vous parle de cils. Vous savez qu'il y a 3 types de cils. Est-ce que vous les connaissez, les 3 types de cils? C'est un schéma dans le chapitre 7. Il me semble que c'est la figure 20 du chapitre 7. Non? Vous l'avez jamais vu? Alors, il y a 3 types de cils. Il y a des cils qu'on dit plus 0 immobile. 9 plus 0 immobile. 9 plus 0 immobile, 9 plus 0 mobile et 9 plus 2 immobile. Donc, de quoi s'est formé les cils? Les cils ils sont formés de 9 doublés de microtubules. Est-ce que ça vous dit quelque chose que je vous dis ou non? Oui, on l'a fait. Oui, très bien. Donc, 9 doublés de microtubules. Si on a les deux microtubules centraux,
donc on parle de cyle 9+2. Et s'il y a des bras de dynéine, c'est que le cyle est mobile. OK? Donc, il y a une protéine qui est responsable de l'importation des microtubules et des autres chaperons dans les cils, c'est la protéine Z-10. La mutation de cette protéine entraîne un défaut de mobilité des cils, appelé les dyskinésies ciliaires. Cette pathologie se manifeste chez l'adulte par une perte de fécondité. Donc ça, c'est des bêtises, il n'y a pas besoin d'insister dessus. Et chez l'embryon, par une inversion de certains organes, c'est ce qu'on appelle un situs inversus. Un situs inversus, c'est des bébés qui naissent avec un défaut de latéralisation des membres. L'hypothèse avancée pour expliquer ces malformations suggère que la mutation de Z-10 inhibe la formation de complexes avec les protéines des cils et leur importation dans ce dernier. Donc, on cherche à valider cette hypothèse grâce à justement une expérience de coimmunoprécipitation. Si on incrimine Z-10 dans le défaut d'importation des protéines ciliaires, c'est que Z-10 de manière physiologique va interagir avec les protéines ciliaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une coimmunoprécipitation de Z-10 avec nos protéines qu'on retrouve dans les cils, donc microtubules HSP70, HSP90, et ensuite on fait un Western blot pour savoir qu'est-ce qui nous reste. D'accord? OK. Donc, on fait un Western blot, et ensuite on fait une coimmunoprécipitation, et on fait ensuite un Western blot. Donc là, on a les résultats de notre Western blot. Donc, il faut savoir que lorsqu'on fait une coimmunoprécipitation, il y a toujours deux contrôles. Premier contrôle, c'est le lysat total. C'est pour savoir si nos protéines, donc on prend une cellule, on la lise, on récupère ses protéines et on voit si notre cellule a exprimé de manière physiologique ses protéines. Là, c'est vrai, puisque toutes les protéines qu'on analyse, elles sont présentes. Donc, ça veut dire que dans notre tube à essai pour le Western blot, on avait toutes nos protéines. Ensuite, on réalise ce qu'on appelle une coimmunoprécipitation contrôle avec un isotype contrôle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un isotype contrôle dans les coimmunoprécipitations? Personne? Il me semble que c'est quelque chose qu'on utilise pour vérifier. Enfin, en fait, le but, c'est que rien ne se passe, justement pour contrôler. Absolument. Absolument. En fait, c'est un anticorps qui est non spécifique. Donc, au lieu de mettre ici un anticorps antiprotéine A, on va mettre un anticorps qui reconnaît aucune protéine. C'est pour bien dire que dans notre tube, si on n'ajoute pas notre anticorps anti-A, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est bon. Et pour la souris mutée, donc Z-10, on fait la même chose, lysat total, isotype contrôle et une coimmunoprécipitation avec Z-10. Alors, première question. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Réponse A, l'isotype contrôle est un contrôle positif de l'expérience. Vrai ou faux? C'est positif ou c'est négatif? Il me semble que c'est négatif, vu que là, il y a rien. Exactement, c'est négatif, il n'y a rien. Donc, c'est pas un témoin positif. Est-ce que vous connaissez, lorsqu'on fait un Western blot, les témoins qu'on utilise, de manière générale, hein, les témoins positifs qu'on utilise? Il y a, la tubuline, Tubuline, alors ça, c'est dans quel type d'extraction? C'est les extractions cytosoliques ou nucléaires ou membranaires? j'aurais dit cytosolique. Cytosolique, très bien. Donc ça, c'est pour les extractions cytosoliques. Pour les extractions nucléaires, on va utiliser deux protéines. Soit les histones, comme témoin positif, soit une protéine qu'on appelle la GADPH. La GADPH, c'est une molécule qui se lie à l'ADN, donc elle est spécifique du noyau. C'est pour ça que lorsqu'on fait un Western blot de protéines nucléaires, on va prendre comme contrôle soit les histones, soit la GADPH. Voilà. Donc A, fausse. B, le lysat total sert de contrôle négatif. Vrai ou faux? Donc là, c'était faux, puisque le lysat total, il sert de contrôle positif de l'expérience. Tout est marqué dans le lysat total. Cette expérience permet de mettre en évidence l'interaction entre deux protéines. Ben ça, c'est vrai. C'est l'indication de la coimmunoprécipitation. Chez les souris wild type, les résultats de l'expérience sont valables et interprétables d'un point de vue expérimental. Donc, chez la souris wild type,
notre contrôle positif est positif, notre contrôle négatif est négatif. Les résultats sont donc interprétables. Chez la souris mutée, une erreur de purification rend les données du Western blot inutilisables. Donc ça, comment on fait pour le savoir? On regarde notre isotype contrôle. En général, notre isotype contrôle, il est incapable de détecter nos protéines, puisqu'il se fixe, il reconnaît aucune protéine. Ici, on voit qu'il est marqué pour HSP70, donc c'est que lorsqu'on a fait le Western blot, lorsqu'on a fait l'expérience, il y a eu un souci. Voilà. Alors, question numéro 2. Donc là, pardon, les réponses correctes, c'était C et D. C'est D. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Non, c'est bon? Allez, je passe à la suite. Donc, question numéro 2. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Chez la souris wild-type, la protéine ZMIN10 interagit avec les microtubules. Donc là, il faut se référer à notre Western blot post-coimmunoprécipitation. Donc, on voit que dans la colonne, on utilise ZMIN10 pour coimmunoprécipiter. Les microtubules sont marqués, ça veut dire que ZMIN10 forme un complexe avec les microtubules. Donc, la réponse est vraie. B, l'isotype contrôle. Alors, l'isotype contrôle, a priori, c'est faux, parce que déjà, on l'a pas, on ne l'analyse pas en Western blot, donc on ne peut rien en dire. Et deuxièmement, l'isotype contrôle, c'est un anticorps qui, par défaut, ne s'associe avec aucune protéine. Donc, c'est faux. HSP90, donc HSP90, c'est vrai, puisqu'il y a un marquage avec l'anticorps anti-ZMIN10. HSP70, c'est faux, puisque HSP70, il n'est pas marqué. Et la dinéine, on regarde, c'est vrai. Donc, c'est simplement une lecture du tableau. OK? Alors, question numéro 3. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc, premièrement, chez la souris mutée, la protéine ZMIN10 interagit avec HSP70. Donc, imaginons que les résultats seraient donc chez la souris mutée, la protéine ZMIN10 interagit avec HSP70. Alors là, il y a une nuance que dont je veux vous parler, c'est que ici, on a dit au début que notre expérience de Western blot, enfin de coimmunoprécipitation plus Western blot pour la souris mutée ZMIN10-, elle n'était pas interprétable. OK? Maintenant, chez la souris wild type, on sait que HSP70 n'interagit pas avec ZMIN10. OK? Maintenant, chez la souris mutée, même s'il y a eu une erreur de manipulation et qu'on a fixé ZMIN10, nous, ça ne nous cause aucun problème, puisqu'on sait que, de façon générale, ZMIN10 n'interagit pas avec HSP70. Donc, on peut simplement éliminer la barre HSP70 et interpréter le reste du Western blot. Donc, on pourra interpréter ici notre coimmunoprécipitation. Donc, la protéine ZMIN10 interagit avec HSP70, ça c'est faux, puisqu'on ne peut pas l'interpréter. L'isotype contrôle est positif. ZMIN10 interagit avec HSP90, c'est faux. Il n'y a pas de marquage pour l'anticorps anti-ZMIN10 avec HSP90. La protéine ZMIN10 interagit avec la dinéine ciliaire, c'est faux, pas d'interaction. Les dyskinésies ciliaires sont probablement dues à une malformation des cils de type 9+0 immobile. Alors, selon vous, est-ce que cet item est vrai ou faux? Il est vrai. Alors, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux? Moi, j'aurais dit faux parce que les cils, normalement, ils sont mobiles. Exactement. Et d'où tu sais qu'ils sont mobiles, dans notre cas? Parce qu'il y a de la dinéine, non? Voilà, exactement. Voilà.
pas d'interaction, pas d'importation de la dinéine. Donc, s'il n'y a pas d'importation de la dinéine, c'est que ça atteint les types de type 9 plus 0, 9 plus 0 mobile ou 9 plus 2, ou 9 plus 2 mobile. Donc, notre item il sera faux. Alors, quelle autre expérience pourrait-on réaliser pour montrer le rôle de Z-10 dans l'importation des protéines dans les cils? Donc là, je vous laisse réfléchir. Selon vous, quelle autre expérience on pourra faire? On pourra mettre en œuvre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Alors ici, on pourra mettre en œuvre une technique des micro-ARN. Et justement, ça me permet de faire une transition avec la deuxième partie du cours. Donc la technique des micro-ARN, ça consiste en quoi? Lorsqu'on soupçonne qu'une protéine elle est responsable d'une pathologie, on va voir qu'est-ce que ça fait. On va essayer de simuler en fait la mutation de cette protéine. Maintenant, nous, on n'est pas capable de simuler des mutations dans une protéine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va inactiver la protéine. Comment on va faire pour l'inactiver? On va introduire des micro-ARN. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le chapitre 9 ou le chapitre 10, il me semble, du polycope de BioC. On vous explique en quoi ça consiste, la technique des micro-ARN. En gros, ça consiste à inactiver une protéine en détruisant son ARNM. Et si lorsque la protéine est détruite, tout se passe comme si c'était normal, ça veut dire que la protéine n'est pas impliquée dans la pathologie. Si maintenant, il y a un changement, lorsque la protéine est inactivée, ça veut dire que la protéine est responsable de la pathologie. Hop, donc, c'est ça la technique des micro-ARN. Donc là, je vous ai mis une petite explication. La technique des micro-ARN permet de confirmer ou d'infirmer le rôle d'une protéine dans une fonction cellulaire donnée. La technique est simple. Supposons qu'une protéine est impliquée dans la maturation. Pour valider ou infirmer cette hypothèse, on inactive la protéine grâce à un micro-ARN dirigé contre l'ARN messager et on observe si la fonction cellulaire hypothétiquement attribuée à notre protéine d'intérêt est remplie ou pas. Donc là, je vous mets le schéma du chapitre 10. On vous montre le mécanisme d'action des micro-ARN. Est-ce que vous voulez que je revienne dessus ou pas, sur ce schéma? Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait les micro-ARN? Oui, on l'a fait. Ça a été avancé, ce chapitre. Ah, magnifique. Alors, on m'a dit dans le chat de revenir dessus, donc je vais revenir dessus. Alors, les micro-ARN agissent par deux mécanismes. Donc, premier mécanisme, c'est donc un micro-ARN, comment ça fonctionne? Donc, c'est un brin c'est un ARN qui est monobrin. Cet ARN monobrin, il va avoir deux possibilités pour détruire l'ARN de notre protéine. Soit il va s'hybrider complètement avec l'ARN de notre protéine. Donc, c'est ce qu'on vous montre ici. Donc, notre micro-ARN et l'ARN messager de notre protéine sont parfaitement complémentaires. Dans ce cas-là, ils s'hybrident et il y aura l'intervention de ce qu'on appelle le complexe risque et d'une protéase. Donc, notre ARN, notre micro-ARN se rassemblent, le complète risque recrute une protéase et notre ARN messager est complètement détruit. Donc ça, c'est quand il y a une compatibilité exacte entre l'ARN messager et le micro-ARN. Deuxième façon de bloquer de limiter la traduction des protéines, c'est lorsqu'il y a une hybridation partielle entre notre micro-ARN et notre ARN messager. Dans ce cas-là, il y a toujours recrutement du complet risque, mais il n'y a pas de protéase. C'est-à-dire que l'ARN messager de notre protéine ne sera pas détruit, mais il sera rendu illisible par les ribosomes. Donc, c'est les deux manières que les micro-ARN ont pour inhiber la traduction des protéines. OK? Alors, on va passer à un petit exercice dessus. Donc, pour confirmer le rôle de Z-10 dans l'importation des protéines ciliaires, on va réaliser deux expériences.
Numéro 1, on transfecte les cellules épithéliales avec un des micro-ARN suivants. Donc, un micro-ARN qui va cibler Z-10, on va l'appeler 6Z-10, et le C-control qui ne cible aucun ARN humain. Donc, c'est pour me dire que c'est le contrôle négatif de l'expérience. 48 heures après la transfection, donc on laisse notre 6Z-10 agir, on va réaliser un Western blot avec des anticorps anti-actine et anti-Z-10. Donc ça, c'est la première expérience. On fait agir un micro-ARN et on fait un Western blot pour savoir s'il a bien fonctionné. Donc ça, c'est du côté quantitatif. Est-ce qu'on a bien détruit nos ARN? Maintenant, du côté qualitatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une deuxième expérience. Donc, on transfecte des cellules épithéliales avec le C-control et le 6Z-10. Même début que pour l'expérience numéro 1. 72 heures après la transfection, on extrait des protéines cytosoliques et ciliaires, puis on réalise un Western blot avec des anticorps anti-Z-10, microtubules, dinéine, HSP70 et HSP90. Pardon, il y a une petite faute. Donc là, on a notre Western blot. Donc là, on a notre Western blot après transfection. Pardon. OK. Donc, pardon. Là, je reprends. Donc, première expérience, on regarde si notre anticorps anti-Z-10, il va bien diminuer l'expression de Z-10. À première vue, ça le fait, puisque en présence du C-control, notre expression de Z-10 est normale, et en l'expérience du micro-ARN anti-Z-10, notre expression est diminuée. Deuxième chose, on fait un Western blot pour savoir quel impact aura l'extinction de Z-10 sur la fonctionnalité de la cellule. Donc, en présence du témoin contrôle. Donc, lorsque rien ne se passe, on a nos microtubules qui sont dans le cytosol et dans les cils, HSP90 HSP90 qui est dans le cytosol et dans les cils, l'adinéine qui est uniquement dans les cils, HSP70 qui est uniquement dans le cytosol, et Z-10 qui est uniquement dans le cytosol avec une concentration normale. Lorsqu'on éteint Z-10, on voit que toutes les protéines qui étaient localisées dans les cils ne le sont plus et restent dans le cytosol en s'accumulant. Donc ça, c'est le côté fonctionnel de l'extinction de Z-10. Donc, question numéro 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc, le but de cette technique est d'étudier la fonction d'une protéine dans une cellule. Donc ça, c'est vrai. On regarde qu'est-ce qui se passe avant et après l'extinction de la protéine pour savoir quelles conséquences ça aura. Donc c'est vrai. Le micro-ARN utilisé pour inactiver Z-10 a une longueur de 150 ribonucléotides. C'est vrai ou c'est faux? Selon vous? Est-ce que quelqu'un veut proposer une réponse? Personne? Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que les micro-ARN, ils ne sont jamais plus grands que 19 à 25 nucléotides. C'est ce qu'on vous montre ici. Si c'est supérieur à 25 nucléotides, c'est que ça ne peut pas être un micro-ARN. Donc c'est faux. Le micro-ARN dirigé contre Z-10 inactive l'expression de cette dernière en bloquant sa traduction. Alors, ça, c'est un piège un peu vicieux que je vous ai mis. Alors, il y a deux... donc, on regarde sur notre Western blot de l'expérience numéro 1 qu'en présence du micro-ARN anti-Z-10, on a une diminution de la traduction de Z-10, mais pas une extinction complète. Ce qui veut dire que le mécanisme qui s'est passé, c'est le mécanisme numéro 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un clivage de l'ARN cible, il n'y a plus du tout d'expression de la protéine. Alors que quand il y a le mécanisme numéro 2, il reste une expression résiduelle de notre protéine. Alors, j'ai vu qu'on m'a posé des questions.
Alors, si vous pouvez me... Alors, iPhone de Doron, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Doron. OK. Anissa Roubia, tu veux que je refasse quoi? Ah, c'est pas... Non, c'est bon, merci. C'était l'explication du schéma tout à l'heure. Allez, ça marche. Tu as compris? Oui. Alors, pourquoi ça... Alors, très bien. Et maintenant, pourquoi la 3C serait fausse? Moi, je pense qu'elle est... Pour moi, elle est juste. Aïe. Tu n'as pas de micro. Alors, essaye de me donner une explication sur le chat. Mais pour moi, c'est juste. C'est vrai? Enfin, alors, il faudrait que je confirme ça. Mais a priori, lorsque on a un blocage de la traduction, il y a une expression résiduelle. Lorsqu'on a un clivage de l'ARN messager, on n'a plus d'expression du tout. Bon, alors on reviendra dessus à la fin du cours. Où on en était? Pardon. Donc, une PCR quantitative permettrait de valider l'efficacité du cRNA dirigé contre Z-10. Ça, c'est vrai. Donc, la PCR, qu'est-ce que ça fait? Ça, alors, pardon, là, l'item est faux, parce que la PCR, ça analyse l'ADN. Or, ici, on joue sur l'ARNM. Donc, pour l'ARNM, il aurait fallu une RT-PCR quantitative. Pourquoi? Parce qu'on analyse l'ARN. Dans notre cellule, notre ADN est en quantité normale. C'est juste l'ARN qui va être soit clivé, soit impossible soit la traduction va être bloquée. Donc, on joue sur l'ARN. Il faudra une RT-PCR quantitative. La transfection du cRNA dans les cellules épithéliales pourrait entraîner l'activation du NF-κB et le rejet du plasmide. Donc ça, c'est vrai. Il me semble, un schéma dans le chapitre 5. Il me semble que c'est le schéma 4 du chapitre 5. Je ne m'avance pas sur ça, il faudra regarder la correction. Mais en gros, il y a Rigouane qui va reconnaître le micro-ARN. Il va entraîner l'activation du NF-κB, enfin libération du complexe IKB avec P53 et P50, il me semble, et rejet du plasmide. Question numéro 2. Parmi les propositions suivantes, concernant l'expérience numéro 1, laquelle ou lesquelles sont exactes? La réalisation de l'expérience numéro 1 est indispensable avant la réalisation de l'expérience 2. Donc ça, c'est vrai. En général, lorsque vous avez ce type de questions, il faut mettre juste directement. C'est des cadeaux. Hein. Donc, pour étudier l'impact fonctionnel de notre inhibition, il faut savoir si on a bien inhibé. Pour savoir si on a bien inhibé, on regarde l'expérience numéro 1 pour voir si notre ARN il a bien fonctionné. Le C-control est un micro-ARN dirigé contre l'ensemble des ARN de la cellule. Donc ça, c'est faux. Le C-control, c'est un ARN qui est dirigé contre aucune protéine cellulaire. On le voit, en présence du C-control, on a Z-10, on a notre actine, et la définition du C-control, on vous la donne dans l'énoncé. Le C-control, c'est un micro-ARN qui ne cible aucun ARN humain. Donc ça, c'est une question cadeau aussi. Cette expérience permet de valider que le 6Z-10 a bien fonctionné. Oui, on voit que en présence du 6Z-10, on a une diminution du Z-10. Donc, notre micro-ARN est performant. Le cRNA inhibe totalement l'expression de Z-10, c'est faux. Il y a une expression résiduelle. L'actine sert de témoin de charge, c'est vrai. L'actine, elle sert de témoin de charge. Toujours. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Ok, très bien. Donc, question numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant l'expérience numéro 2, la Z-10 est une protéine uniquement cytosolique.
Donc, on regarde notre Western blot, on regarde de manière normale qu'est-ce qui se passe. Donc, de manière normale, on a notre Z-10 qui est situé, qui a un marquage uniquement dans le cytosol. Donc, on peut dire que de manière générale, Z-10 est une protéine uniquement cytosolique, ce n'est pas une protéine ciliaire. Le 6Z-10 a un effet sur l'importation des protéines dans les cils. Donc, on regarde, on voit que en l'absence d'extinction de Z-10, nos protéines ciliaires sont bien dans les cils. Donc, de manière normale, nos protéines ciliaires sont bien dans les cils. Lorsqu'on détruit Z-10, nos protéines ne sont plus localisées dans les cils. Donc, forcément, la transfection de notre cellule avec le 6Z-10, ça a eu un impact sur l'importation des protéines dans les cils. OK. Cette expérience permet de valider c'est physiologiquement, la totalité de la dynéine est importée dans les cils. Donc ça, c'est vrai. Donc physiologiquement, on se met dans les conditions de contrôle. La dynéine, elle est dans les cils et pas dans le cytosol. Donc toute la dynéine qui est fabriquée dans le cytosol sera importée dans les cils. Item D. Cette expérience permet de confirmer la place de Z-10 dans l'importation des protéines dans les cils. C'est vrai. Puisqu'on voit que lorsqu'on détruit Z-10, là, on fait la même constatation que ce qu'on a fait plus haut. Les protéines ne sont plus dans les cils. Donc, on a confirmé le rôle de Z-10. Question numéro 1. Quelle autre expérience permettrait d'affirmer le rôle de Z-10 dans l'importation des protéines dans les cils? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une expérience qui utilise des fluochromes. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? L'immunofluorescence? Absolument. On fait une immunofluorescence. En fait, on va marquer une donc, on sait maintenant que HSP90, la dynéine, etc., elle est localisée dans les cils. Donc, on va faire une immunofluorescence en présence et en l'absence du 6Z-10. En l'absence du 6Z-10, donc en présence de notre protéine, donc de manière normale, on va voir que nos cils seront marqués par notre anticorps fluorescent. Maintenant, lorsqu'on va inactiver Z-10, il n'y aura plus de fluorescence dans les cils. Ça veut dire que notre protéine, est retenue dans le cytosol. Donc voilà, ça aurait pu être une technique éventuelle. D'ailleurs, révisez bien l'immunofluorescence puisqu'on va la revoir vendredi dans un ED. Voilà. Alors, troisième partie du cours. Troisième partie du cours et avant-dernière partie du cours. Les techniques de PCR et RT-PCR. Donc ça, je vous saute l'explication, je pense que vous savez ce que c'est. On va passer directement à l'exercice. Donc, le ratiziran est un siRN utilisé dans le traitement des cancers bronchiques et intestinaux. On cherche à étudier le mode d'action du ratiziran dans la limitation des divisions cellulaires des cellules tumorales. Pour ce faire, on réalise l'expérience suivante. On transfecte des entérocytes avec les micro-ARN suivants. Donc, le ratiziran qui est dirigé contre l'ARN du récepteur OVEGF et le C-control qui est dirigé contre aucun autre ARN humain. 48 heures après la transfection, on réalise une RT-PCR quantitative des ARNM du VEGF et de la GADPH. On réalise aussi un relevé du nombre de cellules par centimètre cube carré, respectivement, à 48 heures, 72 heures et 96 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on étudie en fait l'efficacité d'un médicament contre la prolifération tumorale, parce que vous savez que le VEGF, c'est un récepteur au facteur de croissance. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. Non? Non. Alors, vous avez fait le chapitre 11 de BioC?
Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, vous allez voir Non. que le, le VEGF, c'est un récepteur qui permet à la tumeur de capter les vaisseaux sanguins. Donc, elle va capter les vaisseaux sanguins grâce à ce récepteur. Elle va en fait être opportuniste et capter les vaisseaux qui sont autour pour se nourrir et se développer. Et ça se fait grâce à ce VEGF. VEGF, c'est les initiales de Vascular Epithelial Growth Factor. C'est en gros un récepteur qui va permettre d'attirer la vascularisation de l'organisme vers la tumeur. Donc ça, c'est un récepteur qu'on va vouloir bloquer dans les cancers. Pour pouvoir le bloquer, on va utiliser soit des micro-ARN, soit ce qu'on fait maintenant de manière générale dans les hôpitaux, on envoie des anticorps monoclonaux. Vous savez ce que c'est des anticorps monoclonaux? Parce que ça, le prof, il en parle dans son cours du chapitre 11. C'est des anticorps qui vont bloquer le récepteur. Et il y a deux anticorps monoclonaux qu'il faut retenir. C'est le cetuximab et le bevacizumab. Il va vous le dire dans le cours du chapitre 11. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Bevacizumab et cetuximab. C'est deux anticorps qui inhibent le VEGF. Ok, donc on revient à notre expérience. Donc, on fait une RT-PCR quantitative qu'on normalise par rapport à la VEGF. Donc, en présence de notre ARN contrôle, de notre micro-ARN contrôle, l'expression du VEGF, elle est normale. L'expression de la GADPH est normale. En présence du ratiziran, notre GADPH, elle est normale. C'est logique puisqu'on ne l'a pas inhibé. Par contre, l'expression du VEGF est diminuée. C'est intéressant parce qu'en diminuant l'expression du VEGF, on va diminuer la prolifération tumorale. Et c'est ce qu'on voit sur notre tableau. Donc ce tableau, qu'est-ce qu'il fait? Il résume le nombre de cellules qu'il y a en fonction du temps. Donc, 48 heures après l'expérience. Donc là, si vous voulez, c'était 0. On n'a pas encore introduit notre ratiziran. On a le même nombre de cellules pour le contrôle et pour le patient traité. 72 heures après, on voit que pour le témoin contrôle, on a une prolifération qui a explosé, on est à 200, alors que pour le ratiziran, elle est beaucoup plus limitée. Et à 96 heures, alors là, le signe contrôle, il a une tumeur qui est énorme, et le ratiziran, il a toujours un nombre correct de cellules. OK? On va passer aux questions. Donc, question numéro 1. La réalisation de RT-qPCR comprend une étape de rétrotranscription de l'ADN. Vrai ou faux selon vous? C'est la définition, il me semble, de la RT-PCR. Alors, tu y étais presque, parce que la RT-PCR, en fait, tu pars d'un ARN, tu le rétrotranscris en ADN, et ensuite tu fais la PCR sur l'ADN. OK? Donc, l'item correct, ça aurait été la réalisation de RT-PCR comprend une étape de rétrotranscription de l'ARN. OK? Et cette rétrotranscription, on l'a fait grâce à une enzyme. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle, cette enzyme? Ça, on le voit dans un schéma du chapitre 7, avec le VIH. Je crois que c'est la figure 28. Personne ne sait? Alors, cette enzyme s'appelle la transcriptase inverse. Donc, on a notre ARN, transcriptase inverse qui va la convertir en ADN, et l'ADN, on va l'analyser. OK? Allez, on passe à la question numéro B. La RT-qPCR est une méthode d'étude des protéines. C'est faux, c'est une méthode d'étude de l'ARN. La RT-qPCR nécessite l'utilisation d'anticorps. C'est faux, elle ne nécessite pas l'utilisation d'anticorps, elle nécessite juste
l'utilisation de notre polymérase et de notre transcriptase inverse. Ces deux protéines, ce n'est pas des anticorps. La cytométrie de flux est une autre méthode qualitative de l'ARN, est une autre méthode d'étude quantitative de l'ADN. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la cytométrie de flux? Personne? Alors la cytométrie de flux, ça on reviendra dessus dans l'ED numéro 4. C'est une technique d'étude des protéines. Enfin, c'est une technique de marquage des cellules. Par exemple, lorsque vous voulez savoir, par exemple, une personne, on va dire, qui a une leucémie. Vous savez que les leucémies, ça peut être dû à deux choses. Soit une prolifération des lymphocytes B, soit une prolifération des lymphocytes T. Si on veut savoir si la prolifération elle est T ou B, on va faire une cytométrie de flux pour savoir quel est le nombre de cellules qui ont une grande quantité. Si on voit que c'est les T, ça va être un lymphome T. Si c'est les B, ça va être un lymphome B. D'accord? Donc la cytométrie, c'est une technique d'étude du phénotype des cellules. Donc l'AD était fausse. Et quel est le rôle du VEGF dans la prolifération des cellules tumorales? Ça, vous ne pouvez pas le savoir, c'est dans le chapitre 11. Donc, comme je vous ai dit, ça capte les vaisseaux sanguins. Donc, ça permet la vascularisation de notre tumeur. Question numéro 2. Le CIVEGF a bien fonctionné. C'est vrai. On voit que en présence du CIVEGF, l'expression de VEGF a diminué. Donc, il a bien fonctionné. Le CIVEGF diminue de moitié l'expression de celui-ci. Alors, au début, on était à 1,5. Après application du CIVEGF, on est environ à 0,75. Donc, l'item, il est juste. C'est le CIVEGF a un effet cytotoxique sur les cellules tumorales. C'est vrai. Alors, ça, c'est une question qui est très piégeuse, puisque le CIVEGF, il inhibe la prolifération des cellules. Il n'est pas toxique pour les cellules. C'est différent, il y a une nuance. Être toxique pour les cellules, ça veut dire détruire les cellules. Là, on limite seulement leur prolifération. D. Le CIVEGF diminue en 48 heures la moitié du pool de cellules tumorales. Là aussi, c'est dans le même état d'esprit. Ça ne fait pas diminuer, ça limite juste la prolifération anarchique des cellules. Le CIVEGF a un effet anti-angiogénique. Anti-angiogénique. Vous savez ce que ça veut dire anti-angiogénique? Non. Alors, angiogénèse, vous savez ce que c'est un angiome? Non plus. Alors, un angiome, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur des vaisseaux sanguins. L'angiogénèse, c'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins pour vasculariser la tumeur. Donc, le CIVEGF, ça c'est un peu du cours, hein. Le CIVEGF, il va diminuer l'expression de VEGF. Or, VEGF est impliqué dans la vascularisation de la cellule tumorale. Donc, on peut dire que le CIVEGF a un effet anti-angiogénique. Il empêche les vaisseaux sanguins d'aller nourrir la tumeur. F. Quel autre médicament peut-on associer au ratizirane pour diminuer encore plus le nombre de cellules tumorales? Alors ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est un rappel de cours du chapitre 11. On aurait pu utiliser les deux anticorps monoclonaux que je vous ai dit, le cetuximab et le bevacizumab. On est bon? Oui. Allez, parfait. Dernière partie du cours, il y a une seule question, ça va aller vite. Donc, les expériences de Poole-Schiess. Alors, ces expériences de Poole-Schiess, ce n'est pas super important. Peut-être que vous le verrez jamais, mais c'est bien de le faire une fois pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est une expérience de Poole-Schiess? Ça, vous avez dû le voir normalement une première fois avec Wafik. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, les fragments d'Okazaki au premier semestre. Ah ouais. Ouais, ça vous dit quelque chose? Alors, là, c'est l'expérience qui a permis de mettre en évidence ces fragments d'Okazaki. Donc, l'expérience de Poole-Schiess
permet de connaître l'évolution de la quantité d'une protéine donnée en fonction du temps. Le principe est simple, on incube les cellules dans un premier temps dans un milieu contenant uniquement des acides aminés radioactifs, par exemple la S35-méthionine. On incube ensuite les mêmes cellules dans un milieu contenant des acides aminés non radioactifs cette fois, ce qu'on appelle le chase. Après différents temps, on réalise une lisse cellulaire puis une autoradiographie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une cellule, on lui injecte des acides aminés qui sont radioactifs. Okay, donc toutes les protéines qui vont être synthétisées à partir de l'injection de ces acides aminés, elles vont être elles aussi radioactives, donc elles vont émettre de la radioactivité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pulse. On envoie des acides aminés radioactifs. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le chase. Le chase, on arrête complètement d'injecter à la cellule de la radioactivité. Donc toutes les protéines qui sont formées après le chase, elles ne nous donneront aucun signal. C'est intéressant puisqu'on va pouvoir se concentrer que sur les protéines qui étaient radioactives. Après différents temps, on réalise une lisse cellulaire, puis une autoradiographie. Donc, on lise les cellules et ensuite, on regarde comment va décroître la radioactivité au cours du temps. Si la radioactivité décroît, ça veut dire que les protéines sont détruites. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de connaître le turnover des protéines dans la cellule. Donc, on va faire une expérience pour illustrer tout ça. Expérience numéro 4. La mucoviscidose se traduit par une mutation de la protéine CFTR qui se manifeste par une accumulation de mucus au niveau des cellules bronchiques. On cherche à connaître le turnover des protéines CFTR dans les cellules des patients atteints de mucoviscidose. Pour ce faire, on incube des cellules bronchiques de patients atteints de mucoviscidose pendant 36 heures environ avec de la leucine radioactive. Donc ça, c'est un schéma dans le chapitre 8. Est-ce que vous avez fait le chapitre 8 de BioC? Vous l'avez fait le chapitre 8? C'est lequel? C'est quoi le nom? Lui, on l'a vu parce qu'on a vu la mucoviscidose. Voilà, très bien. Alors, attention, hein, la mucoviscidose, il me semble que c'est dans le chapitre 7 qu'on en parle. Dans le chapitre 8, on vous parle de la technique de Pulse-Thiès. Le 8, Ouais, c'est on l'a pas fait, hein. un membranaire, non? Exactement. Alors, dans la partie on l'a sur pas le fait lysosome, vous l'avez pas fait encore? Non, Alors, c'est le prochain. il y a un schéma. Ça marche. Vous verrez qu'il y a un schéma sur la technique de Pulse-Thiès. Vous verrez que en général, la technique de Pulse-Thiès, elle se fait avec de la leucine radioactive. C'est un schéma qui est tout à la fin, mais vraiment tout à la fin du cours. Et la prof, elle passe assez longtemps sur ce schéma. Donc voilà, c'est une des seules expériences qu'on retrouve dans le poly. Donc on réalise un lavage, puis on incube les cellules avec de la leucine radioactive. Donc ça, c'était l'étape de Pulse, et ça, c'est l'étape de Chess. OK? On lise les cellules à différents temps, puis on les marque par autoradiographie. Donc chez un patient normal, 12 heures après l'expérience, on a une bonne quantité de protéines. 24 heures après, on n'en a plus du tout. Chez le patient muté, à 12 heures, on a une forte quantité de protéines, puisque c'est bien marqué. Et 24 heures après, la quantité est quand même assez conséquente. OK. Donc, question numéro 1. Comment peut-on comparer les deux conditions? Donc, ça, elle le dit en cours, la prof Gastaldi. Alors, elle fait une très grande distinction entre les autres expériences en ED et le Pulse-Thiès. Pour le Pulse-Thiès, le contrôle, ça va être la quantité de protéines au début de l'expérience. Donc, ici, la quantité de protéines est la même pour le patient normal et pour le patient muté. Donc, on va pouvoir comparer nos deux patients. Par contre, si on avait eu une quantité différente entre le patient normal et le patient muté, ben, l'expérience elle est complètement biaisée. C'est logique. B, les protéines sont marquées au cours de leur synthèse, c'est vrai. Donc, lorsque les protéines sont synthétisées, elles vont incorporer les acides aminés radioactifs. C'est comme ça qu'elles vont être marquées. Donc, B vrai, pardon. C, on s'intéresse à la durée de vie des protéines CFTR normales et mutées. Donc, ça, c'est vrai. Justement, l'expérience de Pulse-Thiès, elle est là pour nous dire comment les protéines vont être détruites
c'est quoi le turnover des protéines au cours du temps. D, chez le patient normal, les protéines CFTR anormales sont quasiment éliminées au bout de 24 heures. Donc, chez le patient normal, on voit qu'à 24 heures, il y a un très faible marquage, donc c'est que les protéines, elles ont complètement été éliminées. Donc là, c'est intéressant ces expériences de Poulsiès parce que ça peut vous dire au cours du temps comment la protéine est dégradée. Là, on voit que c'est régulier. Là aussi, on voit que c'est régulier, mais c'est avec moins d'intensité. D, chez le patient normal, les protéines CFTR anormales sont quasiment éliminées au bout de 24 heures. Donc ça, c'est vrai. La voie de dégradation de CFTR anormale est la voie ubiquitine-protéasome. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Oui, vrai, c'est une protéine cytosolique. Ubiquitine, protéasome, tout simplement. OK? On est bon? Voilà, c'était la dernière méthode d'étude pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour voir le Western blot et toutes les expériences un peu plus communes. Et ça sera en présentiel, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Dites-le moi, hein, je suis là pour ça. Non, personne? Ça marche. Bah, du coup, je vous souhaite bon courage. Ah, une petite question. Lennon. OK. Donc, personne n'a de questions. Ça marche. Bon, alors je vais vous envoyer une correction détaillée. Gardez-la bien. Et on se retrouve vendredi. Donc, prochaine étape, on va voir les expériences un peu plus classiques. Et mardi prochain, on va faire un ED sur le SARS-CoV-2, donc sur le Covid. Si vous voulez, je vais vous l'envoyer dimanche, comme ça vous le préparez bien après l'écurie tranquillement. OK? Allez, bonne soirée à tous. Au revoir, Merci merci. Au revoir. beaucoup. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Hashem